Je pense qu'on a tous connu ce cas. On a tous connu une série qu'on aime bien, une série qui nous accroche, une série qu'on aime, une série dont les personnages on les adore, l'intrigue est géniale, l'univers est fantastique. Si c'est animé, on adore l'animation, si c'est du live, on adore les acteurs, la musique reste dans la tête, on passe un bon moment, on s'amuse, tout est beau, tout est bien. Et là, paf, ça devient nul. Mais genre nul. Le genre de nul qui te fait même reconsidérer tout le reste de la série. Le genre de nul qui te fait revoir toute la série sous un nouvel angle. Et un angle nul. Des séries qui se cassent la gueule, on en a tous connu. Les plus vieux d'entre vous ici se souviendront bien sûr du légendaire cas Heroes, ou de Lost, même si très sincèrement Heroes s'est bien plus violemment pété la gueule que Lost ne l'a jamais fait. Les plus jeunes, eux, se souviendront bien évidemment de Game of Thrones et de son légendaire cassage de gueule final, et les encore plus jeunes pourront plus récemment se souvenir de Sandman, qui s'est également étalé par terre comme une énorme bouse en nous proposant une seconde saison qui m'a très sincèrement donné envie de m'arracher les poils du cul. Et le pire du pire, c'est qu'à la base, je voulais même pas vous parler de ça. Mon objectif, moi, à la base, c'était de vous parler des dernières saisons de Dragon Prince et de leur projet de Kickstarter pour Dragon King. Projet de Kickstarter que je trouve relativement malhonnête, en plus d'être sacrément audacieux vu ce que la série a proposé ces dernières saisons, mais ça, on y reviendra. Mais au final, je me suis dit, à quoi ça servirait que je m'énerve pendant 15 minutes sur une série qui sait plus raconter grand chose depuis sa 3ème saison? Bah globalement, pas grand chose, d'autant plus que sur cette chaîne, j'essaye quand même de faire découvrir des trucs positifs. Par contre, je pense tout de même qu'on peut en tirer un enseignement de ce genre de phénomène, parce que c'est quoi un récit qui s'effondre? Non, parce que là, on a quand même un cas, et d'autres, vous allez voir, dont l'analyse peut se révéler utile à toute personne se posant un jour l'idée de « tiens, je vais écrire un script ». En même temps, faut être honnête, il y a tellement rien qui va, que tout est tellement flingué en termes de construction récit, que l'écriture a tellement explosé en vol qu'on peut en trouver des petits bouts partout, bah ça en fait des cas d'études hyper intéressants et tout à fait pertinents. Alors aujourd'hui, si on causait de ça, d'effondrement narratif, si via 3 exemples que je vous ai sélectionnés, on parlait des différents types de cassage de gueule qu'une narration peut expérimenter, du cas le plus cynique à celui le plus audacieux, en passant par celui qui tente lamentablement de rester relevant, mais dont tout le monde a cessé d'en avoir quelque chose à foutre il y a au moins 5 saisons de ça. Je suis sûr qu'on va bien s'amuser et apprendre des choses passionnantes. Et aussi se moquer de séries qui se sont complètement pété la gueule. Et pour commencer, et pas des moindres, on va parler du cas d'effondrement narratif dit du « tel le caleçon, à trop tirer, narration finira toujours par claquer ». J'y peux rien si c'est un artiste, il écrit des poèmes magnifiques. La narration élastique, celle qu'on tend jusqu'à ce qu'elle nous pète au nez, celle qu'on sait très bien qu'elle a dit tout ce qu'elle avait à dire, mais qu'on va quand même prier pour qu'elle se passe une saison de plus, un épisode de plus, avant que tout n'explose glorieusement en vol. Et un cas parfait pour illustrer cette narration élastique, c'est bien sûr Rick and Morty. Rick and Morty, la série préférée des ados qui veulent se sentir edgy et des déçus des Simpsons. Mais oui, c'est pas parce que ça partait sur des bonnes bases que ça a empêché la série de devenir l'incarnation de la série qui a pas su s'arrêter. Pourtant, comme j'ai dit, la base était particulièrement solide. Un pitch fort, une narration simple mais qui laisse sous-entendre un univers plus vaste, et des persos blindés de défauts étant tout autant de portes pour de futurs développements. Bon, l'humour était ce qu'il était, c'est le propre à tout à chacun de juger la qualité de celui-ci. Personnellement, moi je trouve que ça s'essouffle très vite, mais ça n'est que moi, et puis de toute manière, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse ici. Au contraire d'ailleurs, l'humour, qu'on le trouve bon ou non, c'est peut-être bien le seul truc consistant dans toute cette série. Ce qui est tout l'inverse de la narration, justement, qui elle connaît un véritable effondrement depuis plusieurs saisons. Je sais qu'au vu de celle-ci, ça pourrait paraître étrange à qui pose les yeux sur la série aujourd'hui, mais je vous jure que la narration de Rick and Morty a été intéressante en son temps. I'm a version of your brother you can trust when he says don't run. Nobody exists on purpose. Nobody belongs anywhere. Everybody's gonna die.
Come watch TV. La série, dans ses premières saisons, développait ses thèmes et ses discours, et faisait avancer certes doucement un scénario menant inévitablement à un changement de mentalité de la part de Rick et de tous les autres personnages. La série abritait des thématiques intéressantes, tournant principalement autour des thèmes de l'addiction, du deuil, de la futilité de toute action dans l'immensité d'un multivers complètement taré, et avait un discours, paradoxalement, malgré le ton cynique de la série, assez positif et tendre sur l'importance des liens que l'on tisse dans cet immense bordel qu'est l'univers. D'ailleurs, ce discours sur la beauté et l'importance des liens d'amour et d'amitié et de famille au sein d'un univers incompréhensible dans lequel aucune de nos actions n'aura jamais la moindre importance ni conséquence, c'est une thématique très intéressante qu'on peut retrouver par exemple dans l'excellent Everything Everywhere All at Once, et ceci, la série peut en être vraiment fière. We can do whatever we want. Nothing matters. Sauf que, ce genre de thématique et d'univers finissent toujours par se heurter à une espèce de réalité cosmique. C'est que contrairement à notre propre univers qui est infini et évolue dans un espace infini, ces thématiques et cet univers, lui, se doivent d'être finis, justement. Parce que tout discours, toute thématique, s'il n'a pas de conclusion, perd toute son importance, perd toute sa beauté, et perd l'intérêt du public avec. Et dire que Rick and Morty n'a pas su s'arrêter est ce qu'on pourrait appeler un doux euphémisme. C'est pourtant d'ailleurs pas faute de s'être laissé des portes de sortie. Que ce soit Evil Morty, la chute de la Citadelle ou la quête du Rick originel, la série a eu moultes occasions de se terminer correctement. Sauf que, poussé par son succès et son public, et très probablement par ses producteurs, on ne lui en a juste pas laissé l'occasion. Et c'est là qu'on tombe dans ce que j'appelle la narration élastique. Quand tu as tendu l'élastique à fond, que tu as raconté tout ce que tu avais à raconter, que tes discours sont faits, que tes thématiques sont résolues et que tes personnages sont accomplis, mais qu'on te donne quand même l'ordre de continuer, il n'y a que deux possibilités. Soit l'élastique claque, et là c'est la série qui se casse la gueule, soit il revient à sa position initiale, et là c'est aussi la série qui se casse la gueule. Et c'est la seconde option qu'a choisi la série, et c'est pour notre plus grand malheur que nous avons vu la narration revenir aussi brutalement qu'inexplicablement à son point de départ. Alors oui, peut-être pas au niveau du lore, en même temps c'est dur d'effacer ça, mais en ce qui concerne les comportements des personnages, leur mentalité, la majorité des relations entre les personnages et leur évolution, tout ça revient brutalement à son point de départ. J'en veux comme exemple parfait le premier épisode de la saison 8, épisode pourtant avancé dans la narration, un épisode donc qui laisserait à supposer au spectateur le fait d'avoir devant lui des personnages ayant déjà connu une évolution de mentalité, ou tout du moins d'avoir un Rick différent de Rick de l'épisode 1, pourtant... Rick put us in a simulated reality to teach us a lesson about taking his phone charger and not giving him back, and then he fell asleep and forgot about us for the Matrix equivalent of 17 years. I'm an emancipated adult. I demand sovereignty over my mind and future. Don't let him reset us. Rick n'a pas bougé d'un poil en plus de 5 saisons. Pire, il a même régressé, vu que certaines de ses évolutions, notamment sur son rapport au monde, ont carrément disparu. Tout ça au fil d'une narration qui se soumet à ses fans pour leur offrir éternellement ce qu'ils ont aimé dans les premières saisons. Sauf que ces premières saisons, justement, ont marqué et ont accroché le public, car elles présentaient plus que simplement un personnage cynique et méchant. C'était un personnage cynique et méchant, mais qui avançait dans un univers qui cherchait à le faire changer, qui cherchait à raconter le parcours d'un homme détruit par son deuil et son propre style de vie, qui petit à petit s'humanisait. De très bonnes thématiques, certes, mais qui se sont terminées il y a bien 4 saisons. De bons personnages, oui, mais qui ont fini leur arc. Et ça vaut pour les principaux, Rick et Morty, comme pour les secondaires. Que ce soit de Beth à Jerry, en passant par le concept même des Rick et des divers Morty, tous connaissent une évolution à un moment ou à un autre. Le fait que Rick semble n'avoir absolument rien appris de ses aventures, que la série pense que le fait de le faire aller en thérapie est un énorme changement chez le personnage alors que l'on ne voit jamais aucune évolution vis-à-vis de cela, c'est presque insultant pour l'intelligence du spectateur. Je veux dire, la série a tellement peur de faire avancer le scénario, de développer un tant soit peu le personnage de Rick, de le faire ne serait-ce que changer d'un iota narratif, qu'elle est prête à bazarder ses propres scénarios principaux. Prenez toute l'intrigue autour du Rick originel, un truc qui est quand même présenté comme ultra important depuis plusieurs saisons. Et tout ce scénario principal se voit ainsi résolu en un seul épisode, même pas un final de saison, et est traité comme une aventure de plus, ni plus importante, ni plus osef que les autres, alors que pourtant la narration nous le présentait comme l'événement ultime qui pouvait arriver à Rick. Et le pire, c'est que tout ceci a du succès. Les audiences sont toujours bien présentes, preuve que c'est ce que le public veut, comme quoi le public, il est un peu couillon, vu qu'il a quand même réussi l'exploit, transformer une série qui se moquait ouvertement des tropes classiques et nostalgiques de la SF,
en un délire nostalgique de lui-même. Sans déconner, je vous mets au défi de faire le jeu. À chaque fois que la série brise le 4ème mur pour se faire une référence à elle-même, vous faites comme moi et vous vous fracassez la tête sur votre bureau. Ça servira à rien, mais à minima, sur un coup de bol, vous oublierez que vous êtes en train de regarder l'autofellation la plus longue de l'histoire de l'animation. Et tout ça pour faire plaisir aux fans en plus. Des fans qui en redemandent en plus, toujours et encore plus. Nous amenons à la première règle que devrait suivre tout récit, les fans ne savent pas ce qu'ils veulent. Et il ne faut jamais donner exactement aux fans ce qu'ils veulent. Mais les fans de Rick and Morty, certes ils ont fait du mal à leur série et certes ils sont dans un délire régressif, mais ça restera toujours selon moi des fans qui feront toujours moins de mal à leur série que ceux de la série suivante, puisque je me devais de revenir sur le naufrage narratif total causé par sa propre fanbase, qu'est Ruby. Alors celle-là, niveau effondrement narratif, on est à la limite entre Game of Thrones et la légende du macronisme de gauche. C'est pas peu dire que cette narration est devenue au fil du temps un désastre absolu. Et en plus celui-là il est vraiment triste comme un jour de pluie à Charleroi. Parce que il est bon de le rappeler, mais Ruby, ça a toujours été un élément à la fois bizarre et niche de l'internet, tout en étant tout de même ultra important dans le monde de l'animation et surtout celui de la web animation. Ruby, c'est l'exploit d'être à la fois une petite série loin des immenses succès de son genre et connue que par une niche de fans surmotivés, tout en étant suffisamment importante culturellement parlante pour se retrouver déréférencée de partout. De Dr. Sleep à Smite, ça fait 9 longues saisons que la création du regretté Monty Hume se balade ainsi sur les internets. Et le problème, et les connaisseurs du H-Bomber Guy sur YouTube le sauront, c'est que Ruby, c'est pas dingue. Oh bien sûr c'est pas mauvais, très loin de là, mais même pour ses premières saisons, c'est au mieux moyen et au pire proprement pourrave sur les dernières saisons. Alors j'y reviendrai peut-être un jour dans une vidéo future sur le pourquoi du comment parce que c'est un sujet assez unique, mais d'une manière générale on peut résumer la chute narrative de la série à 2 facteurs principaux. Déjà ses producteurs et nos méchants habituels, ses fans. Du côté des producteurs, l'équation, elle est pas difficile à résoudre. Ross Ortiz a toujours été connu, et encore plus maintenant que la structure s'est complètement pété la gueule, et qu'on en a appris beaucoup plus sur son fonctionnement interne, comme un rassemblement d'arrivistes avides de fric et de gloire, tout comme un repère de personnalités toxiques qui ferait passer Ubisoft pour un temple bouddhiste sous LSD. Un lieu qui distillait une bonne ambiance de merde que même Blizzard ça leur ferait peur, qui a plongé la boîte dans les tourments depuis le succès inespéré de leur série. Une structure qui notamment n'a jamais su ni gérer le succès de Ruby, ni jamais le reproduire. On pourrait par exemple revenir sur leur effroyable série Genlock, monument de nanardise, parvenant à avoir un des discours les plus puants que j'ai vu de ma vie sur la dépression, tout comme étant capable de réaliser l'exploit de gâcher David Tennant. Ce qui est un acte qui en tient au légendaire, tant je pensais pas que c'était même possible. Arriver à faire mal jouer David Tennant, je pense il faut se forcer pour le faire. Mais cela dit, cracher plus sur cette série dont le monde entier sait que c'est une énorme merde, ne serait qu'enfoncer un peu plus les portes déjà grand ouvertes de l'incompétence et du népotisme. Encore une fois, Rooster Teeth est une boîte qui n'a jamais su gérer ni son succès ni sa thune. Et pourtant, c'était pas faute de tenter de bouffer à tous les râteliers, hein. Never forget leur système d'abonnement proprement honteux vis-à-vis du contenu proposé. Ou encore le coup classique de demander plus que régulièrement des participations financières à ses fans pour financer leur dernière lubie. Mais comme on l'a vu, la foudre ne frappe jamais 2 fois au même endroit et le succès, lui aussi il a pris ses valises et a rapidement foutu le camp de la structure, avant d'y mettre une étoile sur Airbnb et de plus jamais y refoutre les pieds. Menant donc ultimement un cas assez rare, celui où le public et les fans deviennent pas juste importants, ils deviennent putain de sa mère importants si tu veux avoir de quoi mettre du fromage sur la poutine. Et globalement, c'est à partir de la saison 4 que Ruby, ou en tout cas le corps qu'il en restait après la mort de Monty Hume, que Ruby a vraiment abandonné tout à ses fans. Que ce soit en termes de narration, de thématique, mais surtout en termes de personnages, Ruby est depuis plusieurs saisons l'otage de ses propres fans. Fans qui d'ailleurs visiblement sont de moins en moins nombreux au passage, on se demande pourquoi. En plus, la série avait déjà ses problèmes. Déjà le fait que Ruby est une série qui est plombée par un nombre beaucoup trop élevé de personnages, ce qui empêche la narration de correctement les traiter. Oméga hasard, Nora et Ren, qui ne servent proprement à rien dans la narration et qui en 4 saisons ont droit à un seul épisode de développement, mais aussi une série qui a le défaut de systématiquement cave à la règle du cool et à systématiquement vouloir présenter des personnages plus cool que ceux d'avant, à tel point que ça en devient parfaitement ridicule. Mais en plus de tout ça, faut surtout dire que Ruby parvient à atteindre l'exploit d'être moins fidèle qu'un des
réputé PS. Rien n'est sacré pour cette narration, ni ses évolutions de personnages, ni ses arcs, ni ses développements, ni ses thématiques, rien. Vu qu'il faut quand même rappeler que quand elle a de vrais récits autour de ses personnages, elle n'aura jamais aucun souci à réellement les flinguer juste pour faire plaisir aux fans. Et cela pour preuve, messieurs les jurés, j'en appelle à l'arc de Sun. Pauvre petit Sun, complètement dégagé de la narration comme un premier ministre d'un gouvernement Macron, pour permettre aux fans d'avoir leur ship rêvé. C'est quand même incroyable, Ruby s'est tellement effondrée narrativement qu'elle accepte le plus calmement du monde de balancer à la poubelle un développement entre deux personnages lancé depuis, juste la saison 1, et toute une sous-intrigue vis-à-vis de la ménagerie et de ses conflits internes au sein d'une population marginalisée, tout ça pour ne surtout pas se fâcher d'un poil avec des fans obsédés par un ship qui ne fait de sens que dans leur esprit et dans leur fanart. Alors oui, on a tous notre avis sur la culture du ship, perso je trouve que ça peut apporter du bon comme du mauvais, généralement je suis plutôt bon client des fanarts, et je trouve que c'est globalement toujours un bon moyen pour maintenir ta communauté active et motivée, J'ai pas non plus de mal vis-à-vis que les créateurs tapent dedans, sans mauvais jeu de mots, pour faire plaisir aux fans, Garrus, on ne t'oublie pas. Cela dit, s'il y a une série où tout ceci est allé beaucoup trop loin, alors déjà c'est Voltron, mais cette communauté étant plus toxique qu'un bidon de glyphosate, je vais pas trop m'attarder dessus, mais bordel de merde, Ruby lui tient la dragée haute, vu que désormais la série n'est plus qu'un support pour ship réclamé par la commu. Oui, parce que je suis désolé les fans de Ruby, mais Yang et Blake, elles sont ensemble parce que vous l'avez demandé, pas parce que ça fait sens dans la narration, et c'est pareil pour tout le reste des foutus ships de cette putain de série. Puis d'ailleurs, c'est globalement pareil pour tout le reste. Ruby est devenue, à la demande de ses fans, une série où tout personnage aimé par le public possède désormais une armure en scénario plus brute que le plus brut des cidres bretons. Tout retournement, conflit ou événement traumatique du passé peut être réécrit ou annulé si les fans en font la demande. Parfait exemple de cela, le personnage de Penny, premier contact des personnages avec le concept de mort et de danger de leur monde, premier véritable traumatisme pour le personnage de Ruby, façonnant pour longtemps sa personnalité et amorçant le début du ton plus sombre de la série, ramené à la vie car populaire vis-à-vis des fans, qui doivent absolument être brossés dans le sens du poil. Et les demandes des fans, elles sont devenues de plus en plus connes, donc la relation entre Sun et Young. Terminé. Pareil pour les thématiques plus sombres de la série, le récit très mythologique de Ozpin et Salem, véritablement la dernière fois que la série racontait quelque chose d'intelligent et d'intrigant, et qui tentait de relancer le style même de la série. Terminé. Ces thématiques sur l'immortalité, la révolte légitime de deux immortels face à des dieux injustes. Terminé. Le récit familial de deux immortels créant leur propre monde mais divergent sur son évolution. Terminé, Le récit de classe autour des Faunus. Terminé. Le récit familial de la famille de Ruby. Terminé. L'intérêt pour la série. Terminé, Je vous jure, Ruby, on dirait moi bourré au bar à commencer 20 conversations en même temps et à jamais les finir. Il y a trop de récits qui se chevauchent, trop de personnages différents qui sont introduits, trop d'intrigues qui sont lancées, et aucune ne sont jamais résolues, en plus de commettre le péché ultime de se soumettre totalement à son public. Bon, là oui, on en vient au rapport qu'a chacun à la théorie des auteurs et son propre rapport avec les créateurs des œuvres qu'il aime. Personnellement, je dirais qu'une œuvre, et surtout ses interprétations, certes appartiennent à son public, mais sa réalisation, nom de Dieu, appartient avant tout à son auteur. Encore une fois, le public ne sait pas ce qu'il veut, et quand il le sait, c'est généralement nul, parce que le public, il est con. Et j'ai beau être un coco qui croit en l'intelligence collective du prolétariat, quand on en vient au récit, c'est très rare que des œuvres collectives arrivent à raconter des récits qui se tiennent. Ça peut créer certes de super univers, certes, coucou la fondation SCP, mais c'est pas des grands récits, parce que tout le monde a une vision différente et des affects différents vis-à-vis des œuvres qu'il regarde, et aussi parce qu'il faut bien le dire, tout le monde n'est pas un auteur, et la plupart des gens n'ont ni les compétences ni le talent pour raconter un récit intéressant. Et le problème, c'est que Ruby et les gens qui sont derrière essayent tellement d'absolument donner à leur public ce qu'ils réclament, qu'ils en oublient complètement de le surprendre, ou de développer des thématiques plus profondes ou des récits un peu plus durs. Dieu merci, ils en sont pas encore au stade d'annuler les grandes évolutions de personnages, ou de faire revenir les morts à la vie, et encore, je m'attends tous les jours à le voir revenir lui à la vie, mais tout ce qui pourrait être un peu profond, ça fait des années que le récit l'a foutu à la poubelle pour ne surtout pas challenger un public qui retient la narration en otage. Je suis désolé, mais fut un temps où Ruby nous montrait de vrais trucs durs et profonds, proposait de vraies propositions challengeantes pour l'intelligence de son public. Aujourd'hui, je vous garantis qu'il faut se lever tôt pour trouver le moindre truc un petit peu palpitant dans l'intrigue. Je veux dire, vous vous souvenez quand la série nous interrogeait sur le fait que les héros ont potentiellement buté un gamin? Bah ouais, Ozpin qui se réincarne dans le corps d'Oscar, en un enfant qui a clairement déjà un vécu, une personnalité, une famille d'ailleurs qui l'abandonne quand Ozpin s'incarne en lui,
Bref, qui avaient une vie, une âme, une personnalité, qui se font totalement effacer par la personnalité d'Ospin. C'est totalement un meurtre de la conscience, certes, mais un meurtre quand même. Ça aurait pu lancer une intrigue de ouf. Des questionnements de dingue sur qu'est-ce qui fait un être humain. En tout cas, je peux vous garantir que sur les forums, ça en avait lancé à l'époque. Sauf que comme on l'a vu, vous pouvez vous gratter pour voir ça traité dans la série, laissant du coup une immense sensation de série qui se fout complètement de ce qu'elle raconte, tant qu'elle peut provoquer des scènes cool avec ses personnages, faire des montages musicaux, et surtout, plus que tout le reste, satisfaire les demandes de sa communauté vis-à-vis des ships. C'est vraiment à croire que les fans prennent leur série pour un mariage foiré et se disent que seul un gamin pourra sauver leur relation. Tiens, puis d'ailleurs, en parlant de ça, si Rick and Morty c'est la narration élastique et si Ruby c'est de la nécromancie narrative collective, oui je suis très fier de ce terme, il nous reste comme dernier exemple pur d'effondrement narratif, aujourd'hui ce que je qualifierais d'effondrement narratif dit de l'ex-bourré. Est-ce que vous vous souvenez de Dragon Prince ? Si, vous savez, la série qui avait réussi à faire oublier à tout le monde son animation saccadée et pauvre, tellement son univers et ses personnages et son histoire étaient bonnes. Celle qui avait réussi à poser des relations entre les personnages juste par l'utilisation d'accents. Celle qui avait même eu la décence de proposer des thématiques profondément politiques pour un univers pour enfants. Celle qui avait sur les épaules le poids d'être presque considérée comme le nouvel Avatar. Rien que ça. Maintenant, est-ce que vous en avez entendu parler récemment ? Outre le fait qu'un Kickstarter vient d'être lancé pour faire une suite et qu'on vous bait avec un Shipkid et de l'aura farming de la part d'Ezran. Est-ce que vous avez vu, ne serait-ce qu'une personne, même dans les cercles qui en ont quelque chose à foutre, avoir eu ne serait-ce qu'un trémoussement de poils de fiac sur les dernières saisons ? Eh bah ouais, Dragon Prince, ça fait 4 saisons que, globalement, tout le monde s'en fout. Et c'est pas pour rien. En même temps, faut dire que l'effondrement de la narration a été si spectaculaire, la baisse de qualité de l'histoire si brusque et les erreurs si hallucinamment évidentes par rapport à ce que la série était au départ, que c'est un exploit que les mecs aient réussi à gratter 4 saisons de plus à Netflix. Parce que faut quand même le rappeler que la série, quand même, au départ, c'était un sacré petit succès. Rien non plus de générationnel, faut pas exagérer, mais ouais, clairement, les critiques étaient bonnes, dont les miennes au passage, la fanbase, bien que resserrée, était présente, et de manière générale, la réputation du show était globalement dans le positif. Ok, ouais, il y avait des points noirs, comme partout ailleurs, vous allez me dire. L'animation, déjà, on s'en souvient des saccades de la première saison. Quand t'as tellement d'interframes qui manquent que tu passes en PowerPoint sur certaines scènes, forcément, ouais, ça passe dans les défauts. Puis bon, il y avait aussi les quelques longueurs qu'avait le récit, les petits manques de rythme, les persos secondaires inutiles. C'est chiant, mais globalement, ça allait, c'était loin d'être de quoi repousser le public. Après, même si succès il y a eu, tout est bien sûr à relativiser. Contrairement à du Rick and Morty, par exemple, il y a clairement succès et succès. Alors bien sûr, on n'a pas les chiffres parce que évidemment que Netflix ne communique pas dessus, mais même si effectivement on est sur 2 succès, Dragon Prince restait bien plus niche avec une fanbase bien plus resserrée. Ainsi, les erreurs de narration que la série va faire vont être bien plus douloureuses. Un grand succès à la Rick and Morty peut tanker quelques saisons plus basses que les autres, tout simplement parce qu'il y a plus de gens à décevoir, de gens qui vont rester. Malheureusement, plus la fanbase est petite, plus elle se dissolvera vite face à la déception. Et dire que déception il y a eu est un doux euphémisme. Pourtant, comme toutes les catastrophes naturelles, il y avait eu des signes avant-coureurs, qu'on aurait dû voir venir. Vous savez, c'est comme l'eau qui se retire avant un tsunami, ou quand l'EPS commence à faire des promesses. On pourrait déjà citer le temps de prod effroyablement long entre le premier et le deuxième acte, détail certes et pas aidé par la pandémie, mais qui annonçait rien de bon pour le futur. Déjà parce que ça voulait dire que Netflix était jamais sûr de si oui ou non suite il y aura. Ce qui est rarement rassurant pour le futur d'une série, surtout quand on est chez Netflix qui a tendance à très facilement annuler tout ce qui est bon chez eux. Et puis si ça rajoutait un stress constant pour nous les fans, j'imagine même pas ce que ça donnait sur les équipes créatives, surtout dans un monde aussi instable que celui de l'animation. Ajoutons aussi, comme signe indicateur qu'on allait manger quelque chose de pas fun, un studio avec une communication famélique. Je veux dire, quand pendant presque 2 ans t'as plus communiqué sur les dates d'anniversaire de tes personnages que sur l'avancée de ta prod, c'est rarement un signe de bonne santé, Et c'est pour ça en vrai que je leur en veux qu'à moitié. Leur effondrement narratif, même s'il est majoritairement tout de même imputable à des défauts d'écriture, il vient quand même pour une bonne partie de leurs conditions matérielles. Et ça, pour le coup, c'est pas de leur faute, mais celle de Netflix, qui est pas foutu de financer correctement ses propres projets. Ce qui, d'ailleurs, visiblement, est pas parti pour s'arranger, par pitié, donnez-moi une saison 2 de chaos, bordel de merde.
Mais comme je vous ai dit, il faut pas non plus se mettre des œillères, l'effondrement narratif qu'a connu The Dragon Prince ne vient pas que de ça. Parce que si certaines œuvres durent juste trop longtemps et dépassent ce stade où elles ont encore quelque chose de pertinent à raconter, d'autres à l'inverse vont vouloir raconter trop de choses en même temps, se prendre les pieds dans le tapis et au final ne plus rien raconter d'intéressant. Et Dragon Prince est devenu un parfait exemple de cela, avec les 4 effroyables saisons de son second acte, qui passent leur temps à raconter du vent, à s'intéresser à des intrigues dont on se fout, à multiplier des chemins narratifs secondaires dans des saisons bien trop courtes pour se le permettre, et pour au final devenir la plus longue série de quêtes secondaires à jamais avoir été mascaradée en série, étant le dernier péché ultime, celui de constamment tenter de se raccrocher à sa gloire passée, tel un ex-bourré tentant désespérément de racheter sa place dans nos cœurs. Et je vais pas tout résumer parce que c'est pas le sujet, mais que ce soit l'intrigue chez les Elfes du Soleil qui est longue pour rien en plus de démystifier complètement cette partie du lore, la quête des 1001 merdouilles que les héros cherchent à récupérer et qui ferait pas tâche dans un mauvais JDR, les allers-retours constants dignes des pires quêtes FedEx de WoW Vanilla, et le tout sublimé bien sûr par le mensonge ultime sur la base même de la série. Tout ça fait que la découverte de ce continent magique et des peuples qui l'habitent, à savoir quand même juste la carotte narrative principale autour duquel ce second arc était bâti, se retrouve à devenir la plus grosse caillasse dans la chaussure trouée qu'est devenue l'histoire de cette série. Parce que, en effet, ça devient un peu ridicule quand on regarde le premier acte, de croire à ce qu'on nous raconte tant la seconde partie a démystifié et rendu caduque tout ça. Non, désolé, tu ne peux pas me vendre pendant tout le premier arc la surpuissance des elfes et de leur civilisation, faire tenir l'intégralité de ton récit sur un groupe disparate de par leur origine et nature même, unis pour empêcher un conflit montré comme apocalyptique et conserver la paix, pour ensuite passer 4 saisons à me montrer par A plus B que la dite menace est complètement bidesque. Parce qu'il faut quand même voir ce que ce second acte nous dit du continent de Xedia et des puissances qu'il habite. Les Elfes du Soleil, auparavant présentés comme une force implacable, leur fameux empire est visiblement si puissant qu'ils se pètent totalement la gueule à la perte d'une seule de leurs villes. Les Elfes de la Nuit sont globalement un village de hippies paumés dans la forêt et tu te demandes vraiment pour qui Etari forge ses armes, parce qu'il y a visiblement moins d'habitants là-dedans que dans le village d'Astérix. Les Elfes de la Terre, alors eux, c'est encore pire parce qu'on voit même pas leur village. Pour ce qu'on en sait, il y a ces 3 mecs et puis c'est tout. Ceux de l'air, c'est un conclave de couillons perché au-dessus d'une tour au milieu du désert. Alors ok, je sais qu'il y en a des sans ailes, mais la série estime pas nécessaire de nous les montrer, donc je vois pas pourquoi je les prendrais en compte. À partir du moment où je dois chercher des infos dans le livre du jeu de rôle officiel, je suis désolé, ça compte pas. Et le pompon de la cerise du gâteau de potentiel gâché et de flingage de narration, les elfes de l'eau. Magnifique et glorieux peuple, représenté par une vieille à moitié moisie, et un connard dont la simple existence fume complètement le seul foutu élément de l'or qui justifierait encore un petit peu que les humains croient à la puissance des elfes. Bah oui, parce que sa ville de pirates là, alors ok, elle est très sympa visuellement, mais c'est la preuve vivante que les humains et les elfes ont des contacts réguliers, voire commercent régulièrement entre eux. Alors ok, un commerce illégal, mais un commerce quand même. Donc c'est évident que les informations également circulent entre les deux continents. Donc ça veut dire que les royaumes humains devraient totalement être au courant que le continent de Xedia est globalement un désert quasi vide de toute population, ayant pour tout défenseur un tigre de papier en guise d'empire, 3 assassins, 2 pirates et un gang de curés aveugles. Ah si, il y a des dragons, les grands défenseurs de Xedia, vous savez le truc qui donne son titre à la série. Et ces créatures légendaires sont finalement aussi bidesques que tout le reste, et se résument par un vieux aveugle et raciste, un mec qui veut pas sortir de sa cave, et une qui barbote dans les océans en faisant Dieu sait quoi, mais c'est tout. Ah si, il y en a une qui reste bloquée pendant la moitié de la série à littéralement bouffer des champignons. Mais enfin, blague à part, on est vraiment ici face à un cas d'école de « j'ai trop de trucs à raconter et pas assez de temps », mais également un cas de « je sais pas me focuser sur une seule histoire parce que j'ai plus grand chose d'intéressant à raconter ». Ce qui en fait un cas assez unique en réalité, c'est quand même assez impressionnant de faire ces 2 gigantesques erreurs de narration en une seule fois. Ça donne à la fois un récit ultra prévisible, vu que les ficelles qu'il utilise sont vues et archi-revues, en plus d'utiliser une structure narrative très proche du récit mythologique, ce qui rend le tout encore plus prévisible, mais aussi un récit qui, malgré sa simplicité abyssale, semble ne jamais vouloir aller jusqu'à ce fameux dénouement, à savoir Arabos qui s'échappe, que l'on a tous vu venir depuis 3 saisons, et qui se perd ainsi en un étalement de quêtes secondaires inutiles et chiantes, le tout en nous réservant des évolutions de personnages que l'on a déjà vues lors du premier arc, à savoir Claudia qui s'enfonce dans le côté obscur, Calum et Rayla qui doivent apprendre à se reconnaître et à rebâtir leur relation, et Ezran qui fait du Ezran, c'est-à-dire pas grand-chose en ayant l'air mignon et niais. Le tout finissant dans un faux climax quasi cartoonesque, avec un méchant qui littéralement dit qu'il reviendra, et un jeu de mots pourri. Désolé Ezran, mais ça c'est une blague de carambar, c'est pas un nom de ville. Welcome
to Everkind. Donc après tout ça, et encore j'ai passé un paquet de défauts de la série, notamment des décisions complètement absurdes que prennent certains personnages, et des personnages qui par contre eux refusent d'évoluer, genre Ezran. Donc au vu de tout ça, quand tu arrives avec un Kickstarter 1 an après la fin de ta série, en me disant si je te jure frère j'ai encore des trucs à raconter, bah non. Non, je te crois pas, mec. T'as passé 4 saisons à faire du surplace et à me saouler avec des intrigues secondaires dont je me fous royalement. Tu vas pas me hyper en me disant que le méchant, en fait, il va revenir. On vous a donné 4 saisons avec lesquelles vous avez strictement rien fait. Je vois pas pourquoi je devrais casquer pour que vous ayez l'occasion d'encore plus rien faire sur des saisons supplémentaires. Encore une fois, j'en reviens sur ce cas d'effondrement narratif dit de l'ex bourré. Ce Kickstarter, c'est le SMS à 3h du mat de « Je te jure, chérie, j'ai changé ». Mais non, c'est évident que ça va pas changer. Et ça, que vous mettiez un Ezran avec des dreads qui fait du posing sur son trône, ou Calum et Rayla avec un gamin. Vous ne m'aurez pas avec de Laura Farming et un Ship Kid. Une narration qui se pète la gueule, c'est infiniment dur à rattraper. Le public que t'as perdu, il va pas revenir comme ça. Dieu sait qu'on a vu suffisamment de séries complètement tombées dans l'oubli une fois que leur narration cessait d'être intéressante. Coucou Heroes pour ceux qui s'en souviennent. Et ici, bien sûr, on a vu que 3 cas d'effondrement narratif que j'ai un peu tiré en épingle pour le bien de la vidéo. Des manières de se foirer, Dieu sait qu'il y en a plein. Juste celles-ci sont tellement flamboyantes que c'est dur de passer à côté. Mais comme tout le reste, on apprend de ces échecs et on peut apprendre de ces échecs-là. Parce que ces séries, malgré que j'estime personnellement qu'elles se sont complètement effondrées au niveau de la narration, ont quand même des choses à nous apporter. Ce que nous apprend Rick and Morty, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de finir un récit, d'admettre qu'une histoire est finie, que nos personnages ont fini d'évoluer, et que les thématiques que notre récit portait sont parvenues à leur conclusion. Une œuvre n'a d'intérêt que si elle se conclut, aussi dur cela soit-il et aussi mal que cela nous fasse sentir. La preuve est faite avec toutes ces séries dont le manque de fin nous frustre. On peut tous en citer, d'ailleurs, des séries qui nous ont fait lâcher leur intrigue à rallonge par leur incapacité à se terminer. Mais pourtant, aucune ne nous frustre plus que celles qui ne se sont jamais finies. Inside Job, Petit Ange parti trop tôt, à jamais dans nos cœurs. Life is just dreams turning to entropy, you little shits! She doesn't mean that, children. I do mean it! Dreams die! Santa is fake! But Student Dad is real! Ruby nous apprend qu'une série ne doit pas non plus trop se reposer sur ses lauriers, au risque de devenir prisonnière de ceux-ci, terrifiée à l'idée de décevoir ou de surprendre, et devenant l'otage de ses propres fans. Alors oui, bien sûr, avoir une bonne relation avec sa fanbase, c'est super important. Les joueurs de Magic ou de 40K savent à quel point c'est chiant d'être considérés comme des simples vaches à lait par les franchises qu'on aime. Mais ça veut pas non plus dire qu'il faut tout leur céder. Tout aussi noble que soit l'art de la fanfic, il a prouvé à toute personne ayant mis le nez dedans que s'il est capable de produire du fanservice sympathique, il est par contre bien incapable de donner des œuvres narrativement intéressantes ou challengeantes. Le public a certes besoin d'être parfois brossé dans le sens du poil, ok, mais il a surtout besoin qu'on le challenge, qu'on le surprenne, qu'on lui fasse des propositions inattendues, à même de le faire réfléchir ou à minima de le marquer. Ce qu'un produit purement mercantile comme ce qu'est devenu Ruby est totalement incapable de faire, prouvant d'ailleurs par la même occasion la limite de la culture du ship, bonne pour faire des fanarts et un stream de contenu autour d'une série, mais se limitant à cela et bien incapable de raconter une histoire intéressante, passer le bisou ou le ship kid réclamé par la commu. Et Dragon Prince enfin nous apprend qu'il faut savoir ce que l'on veut raconter, que tout aussi bon que soit notre univers et nos personnages, quand on a des saisons de seulement 8 épisodes, on ne peut pas se permettre de partir dans tous les sens, au risque de complètement affaiblir le récit, d'en dire trop ou tout simplement de ne plus avoir le temps pour avancer son intrigue principale, la rendant dans le processus ennuyante, prévisible et peuplée de personnages réduits à leur simple concept. Bref, toutes ces séries, comme bien d'autres sagas et d'autres productions, devraient surtout, en conclusion, apprendre à se terminer. Et le public devrait apprendre que finir un récit, c'est souvent ce qui va lui donner son ultime saveur, et que continuer une histoire ad vitam aeternam ne fait que provoquer des déceptions. Quant à moi aussi, je vais terminer cette vidéo, et je vous fais d'ailleurs mes excuses pour le retard monstrueux qu'a pris cette vidéo, pour cause de méga pas d'internet et divers problèmes personnels qui sont arrivés récemment, qui m'ont tenu loin de vous, mon cher public bien aimé. En vous promettant que la prochaine vidéo arrivera bientôt, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt sur Twitch tous les samedis soirs à 20h, bisous et salut!